Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, la cérémonie officielle de l'admission du Iragas dans le patrimoine immatériel humanitaire de l'UNESCO s'est tenue ce jour au Kanzani Iragas, un peu flou. Et selon le cadre international établi par l'UNESCO, c'était le chef de l'État par intérim qui en a fait l'annonce. Les détails avec Mirvoulet Ferran et Praz de Nilsson. Le ministère, le Iragas, a été placé sur la scène internationale en tant que patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le ministère de la Communication et de la Culture, sous la direction de l'ancienne ministre Lalatine Rakout-Jazafi, a procédé à de nombreuses démarches et effectué de nombreux plaidoyers depuis 2019 avant d'arriver à cet objectif qu'est l'inscription de cette culture malgache dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Le Iragas est considéré comme un spectacle moral. Il renferme les valeurs culturelles, l'histoire et les connaissances des ancêtres malgaches. Mais il couvre principalement l'enseignement, l'éducation et est à la fois du divertissement et de la culture. Une grande cérémonie a eu lieu aujourd'hui au Kanzani Iragas, un peu flou, pour célébrer l'admission du Iragas au sein du patrimoine immatériel de l'humanité. En économie, pour stabiliser l'arrière, la réduction de l'importation et l'augmentation des exportations est la première solution selon l'économiste Uldon Narabon. Cependant, cette réduction des importations a été mise en œuvre dans le passé et cela a provoqué une crise due à une pénurie. De nombreux efforts doivent être faits pour contrôler l'économie, mais d'ici là, le gouvernement a mis en place une stratégie claire pour renforcer l'aide aux familles défavorisées et augmenter les revenus de la population. Détails sur les images de Asnara Falzanar. De nombreux efforts doivent encore être déployés pour maîtriser la valeur de l'arrière. L'un des objectifs du gouvernement étant désormais d'accorder de l'importance à la production locale. Cette année, par exemple, le riz importé par Madagascar a diminué à 185 000 tonnes, selon les statistiques reçues du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Des raffineries d'or et de pétrole devraient également être construites, selon les explications. Cet objectif ou cette stratégie va permettre à Madagascar non pas uniquement d'économiser le devise, mais d'avoir des apports de devises supplémentaires, sinon plus larges, de manière à ce que notre équilibre de la balance commerciale et de la balance de paiement puisse être stabilisé. Mais on peut aussi envisager plusieurs choses dans cette politique de transformation de Madagascar pour arriver à une émergence, c'est de voir la mise en place des raffineries d'or. C'est-à-dire ça nous permet de voir des exploitations aurifères sur le plan à la fois industriel plutôt qu'artisanal comme en ce moment, ce qui va stabiliser énormément et donner de la valeur à notre arrière. On peut aussi voir dans le programme, ça va être aussi donc étudié, c'est déjà étudié, mais ce sera mis en place pendant ce mandat, ce deuxième mandat, la mise en place d'une raffinerie de pétrole qui va donc nous permettre d'exploiter notre propre pétrole et arriver à une indépendance énergétique qui va nous permettre aussi donc à la fois d'économiser le devise parce que c'est immense le poids de l'importation du pétrole à Madagascar. Ça peut aller jusqu'à 600 millions de dollars. C'est le premier, en termes de volume, de poids d'importation, la plus grande volume. En attendant ce changement de structure, le gouvernement a mis en place une stratégie pour aider la population, notamment les plus vulnérables. De renforcement du social, c'est-à-dire le capital humain, c'est ce que fait le président de la République à l'heure actuelle. C'est-à-dire, en entendant ces politiques à moyen terme, nous devons d'abord stabiliser sur le plan social, c'est-à-dire voir l'amélioration des activités génératrices de revenus au niveau de la population vulnérable, par exemple, ou même aller jusqu'à un plan social plus élargi en faisant en sorte que chacun puisse avoir un minimum de pouvoir d'achat
et pouvoir subvenir à leurs besoins dans cette politique sociale. Ça, c'est la première phase. Il est à noter que selon les statistiques de la Banque centrale de Madagascar, jusqu'en septembre 2023, les réserves en devises de Madagascar sont de 2401,6 millions de dollars, alors qu'elles étaient de 2094,2 millions de dollars à la même période en 2022. Toujours en économie, l'usine créée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation, Akadenul Sakai, transforme désormais l'arachide en huile comestible. 200 litres d'huile par jour sont produits et vendus localement pour débuter. Judica El Rajanirin. Akadenul Sakai et les communes environnantes sont désormais sur la voie de l'autosuffisance en matière d'huile de cuisson. 200 litres d'huile d'arachide par jour sont produits par cette usine depuis sa création. Les arachides proviennent des communes des environs, comme Bematazan, Maasoul et Akadenul Sakai. La mise en place de cette usine aide grandement les habitants. Leur trouver un marché les aidera encore plus. Une industrie locale, utilisant des produits locaux et répondant aux besoins locaux, telle est la vision du président Anjradzuel pour améliorer la production locale et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cette vision est exécutée par le ministre Edgar Azafnjava. La gestion de l'usine a été confiée à une coopérative locale appelée Ni Cooperativa Suyumbunana Akadenul Sakai. Dans un tout autre sujet, cela fait exactement 20 ans que Madagascar a commencé la lutte contre la corruption après avoir signé l'accord international au Mexique en 2003. Des résultats tangibles sont constatés et se sont traduits par l'adoption des lois, de la stratégie nationale et de la mise en place des 5 systèmes anticorruption, selon le directeur général du Bianco. Les détails avec Andoniana Martina et Nzara Djansou. Madagascar a été l'un des 140 premiers pays à signer la Convention internationale anticorruption le 10 décembre 2003 et à la ratifier en 2004. Cela fait donc exactement 20 ans aujourd'hui. Ce jour est également la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption. Madagascar a pris de nombreuses mesures au cours de cette période, notamment la loi sur la corruption, mais aussi la mise en place des 5 systèmes anticorruption. De nombreux sujets sont couverts par l'accord international ou CNUCC, y compris la coopération internationale pour l'intégration de nombreux systèmes différents, ainsi que les accusations, poursuites et sanctions couvertes par le SAMIFIN, le PAC et le Bianco. Pour le Bianco particulièrement, l'une des étapes importantes a été la mise en œuvre de la procédure de participation de tous à partir de l'année 2019. Cependant, le budget dédié au Bianco devrait être révisé, souligne son DG. Madagascar participera à la 10e édition de la Convention internationale de lutte contre la corruption, ou COSP, qui se tiendra à Atlanta aux États-Unis le 11 au 15 décembre. Ce sera une occasion d'être évalué et de préparer une nouvelle stratégie pour les 20 prochaines années. Dans les actualités sociales, le procès des mineurs et des femmes de la prison de Farafangan sera accéléré. Les détenus ayant une bonne conduite pendant leur incarcération sont également encouragés à demander une libération conditionnelle. L'objectif est de réduire le nombre de détenus dans cette prison pour éviter la surpopulation carcérale. Reportage. De nombreux prisonniers incarcérés à la prison de Farafangan n'ont pas été jugés ou ont fait appel du verdict et attendent le prochain jugement. Lors de la visite de la ministre de la Justice, Ranjamanatena Boulatine, dans ce district, elle a annoncé que le traitement de leur dossier sera accéléré, de même que le procès des mineurs et des femmes détenues dans cette prison. Elle a également indiqué que les prisonniers pourraient demander leur libération conditionnelle s'ils ont une bonne conduite et qu'ils ont effectué 2 tiers de leur peine. Lors de cette descente, la ministre n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté des sacs de riz, des cuvettes, des savons et autres matériels nécessaires pour les prisonniers, car même en étant enfermés, les prisonniers sont des êtres humains dont les droits méritent d'être respectés selon elle.
C'était également une occasion pour elle d'avoir une réunion avec les responsables judiciaires locaux. Elle leur a demandé de faire leur travail correctement afin que la confiance de la population envers le tribunal soit rétablie. Et jusqu'à hier, il y avait 244 électeurs inscrits dans le Fouktan d'Ampari, dans le centre de la ville de Tolagnar, dans le cadre du renouvellement annuel des listes électorales. Ce sont les électeurs qui viennent d'avoir 18 ans et les électeurs qui n'étaient pas inscrits lors de la refonte totale de la liste électorale. De nombreuses stratégies de campagne seront également créées au niveau local pour les citoyens. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a supervisé leur mise en œuvre. Ça, Sylvain. 10 jours après l'ouverture du renouvellement annuel de la liste électorale, les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans et les électeurs qui n'étaient pas inscrits lors de la refonte totale de la liste électorale sont les premiers à se ruer dans le Fouktan d'Ampari, commune de Tolagnar. Jusqu'à présent, 244 nouveaux électeurs sont inscrits sur la liste. Certaines des stratégies utilisées par le Fouktan, selon les explications, sont la sensibilisation à travers des réunions communautaires, des visites à domicile des chefs Fouktan, la position d'affiches. Le président de la CENI a été strict quant à la vérification de la liste pour que le recensement des électeurs soit le plus précis possible. Tous ceux qui ont le droit de vote doivent être inscrits sur la liste. Cette liste électorale sera clôturée provisoirement le 28 février et la clôture définitive se tiendra le 15 mai 2024. Faire du sport sous de nombreuses formes aide également beaucoup dans le traitement du diabète, comme le confirme un spécialiste de cette maladie. Le diabète peut être guéri, mais cela dépend de la persévérance du client. Cependant, en fonction de l'apparition du diabète chez une personne, il est possible de déterminer le type d'exercice à réaliser. Il est donc toujours nécessaire de consulter un médecin pour obtenir des informations. Andeniana Martina, le diabète est devenu aujourd'hui une maladie courante chez les Malgaches en raison du non-respect de l'équilibre alimentaire. 4% des Malgaches sont diabétiques selon les statistiques de l'OMS. Le diabète est causé par une augmentation du taux du sucre dans le sang. Elle peut entraîner des complications telles les maladies cardiaques ou rénales si elle n'est pas détectée et traitée au préalable. Il est pourtant possible de traiter le diabète selon le docteur Fezin Serafine. Le sport est un moyen de le prévenir. Certaines personnes diabétiques ont subi des lésions cardiaques, vasculaires et rénales en raison d'un taux de sucre élevé dans le sang. Dans cette optique, la seule façon de déterminer les bons types d'activité physique pour les diabétiques est de consulter un médecin. Il faut rappeler que ces maladies sont à l'origine de 60% des décès des personnes diabétiques à Madagascar, selon les statistiques. Dans les actualités internationales, alors qu'Israël s'est dit déterminé à accentuer la pression dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes aériennes dans les zones de Khan Younes et de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. France 24. En fait, je pense que cette phase a commencé la semaine dernière avec la fin de la trêve. On assiste effectivement à une accélération des opérations, sans doute parce que Netanyahou, malgré ce qu'il déclare pratiquement tous les 2 jours, sait très bien qu'il dispose d'une autonomie opérationnelle limitée. La première chose, c'est que pour la société israélienne, d'avoir mobilisé 400 000 soldats n'est pas soutenable dans la durée. La deuxième, c'est que même si les Américains soutiennent à bout de bras Israël, et notamment lui fournissant les munitions pour son offensive, elle ne pourra pas le faire éternellement alors que les élections présidentielles vont commencer. Donc il y a une forme d'accélération qui est aussi reprise, on l'a très bien vu dans votre sujet, par le chef d'état-major israélien, le chef d'état-major militaire, qui dit, vous avez vu, on a enfin obtenu des résultats, et qui nous rappelle en fait avec cette phrase que pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit très tangible. C'est pour ça qu'à mon avis, l'objectif affiché par Benyamin Netanyahou d'éliminer le Hamas est inatteignable, parce que les miliciens du Hamas sont par nature des civils qui, à un moment, prennent une arme et qui ensuite le posent. Et donc, quand on nous montre ces images
de destruction d'infrastructures militaires du Hamas. Le problème, c'est que le Hamas n'a pas réellement d'armée. Ça n'est pas la guerre du Yom Kippour avec une armée contre une autre armée qui sait à quel moment elle a gagné. C'est une guerre contre un mouvement terroriste qui se nourrit de cette violence. Et à mon avis, plus Tsahal, l'armée israélienne, tire sur la bande de Gaza, et plus elle garantit son recrutement pour les 15 prochaines années à venir. Et plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv hier soir pour appeler à la libération des otages, toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Fin novembre, 105 otages, dont 80 Israéliens, avaient été libérés dans le cadre d'un accord de trêve de 7 jours entre le Hamas et Israël, en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. France 24. On va rejoindre à présent à Tel Aviv sur la fameuse place des otages Juliette Monti. Bonsoir Juliette, vous vous trouvez donc place des otages à Tel Aviv où un nouveau rassemblement est organisé ce soir pour réclamer la libération de toutes les personnes encore aux mains du Hamas. Elles seraient 138. Oui, on se trouve sur cette fameuse place des otages, le centre névralgique du pays, là où la population israélienne se rassemble pour porter la cause des otages. Rappelons-le, ils sont 138, toujours captifs dans la bande de Gaza, toujours entre les mains du Hamas. Et la mobilisation ne faiblit pas. Des milliers de personnes sont attendues au rassemblement de ce soir. Des rassemblements tous les samedis soirs depuis le début de la guerre. Et parmi les présentes personnes ici, il y a des familles d'otages qui, pour certaines, demandent la démission du Premier ministre Benyamin Netanyahou parce qu'il faut le dire, le malaise est grandissant et l'inquiétude est grandissante depuis la fin de la trêve. Beaucoup d'inquiétudes liées notamment à l'offensive de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. On l'a vu hier avec cette opération ratée de l'armée israélienne qui visait à libérer des otages et qui s'est soldée par 2 soldats grièvement blessés et puis la mort d'un otage. C'est une information qu'on avait un petit peu plus tôt et qui a été confirmée cet après-midi par l'armée israélienne. Donc voilà, beaucoup d'inquiétudes liées aussi aux récits qui émergent, les récits des otages qui ont été libérés sur les conditions de captivité, des récits notamment d'abus sexuels. Voilà, donc évidemment beaucoup de peur parmi les proches et donc c'est l'objet de ce rassemblement ce soir, c'est de se faire entendre par les autorités israéliennes, de rappeler, de remettre sur le devant de la scène que ça doit être la priorité de libérer tous les otages et cela le plus rapidement possible. Et puis l'idée aussi c'est de se rassembler pour la population, de montrer son soutien aux familles. Bien que les mines soient graves, il y a quand même une ambiance conviviale avec des concerts, des spectacles, beaucoup de personnes qui arborent ce ruban jaune en couleur en hommage aux otages. Voilà, donc c'est le besoin aussi d'être ensemble et de se réunir qu'on peut observer au rassemblement de ce soir. Pour terminer, une réunion de haut niveau devrait se tenir prochainement entre le Venezuela et le Guyana au sujet de la région disputée et riche en pétrole de l'Essequibo, a annoncé Caracas, après une tentative de médiation du président brésilien Lula. Les présidents Nicolas Maduro et Irfan Ali se rencontreront le 14 décembre à Saint-Vincent et les Grenadines. France 24. Elle a été annoncée aujourd'hui, effectivement, par Caracas, à la suite d'un appel téléphonique entre le président vénézuélien Nicolas Maduro et le président brésilien Ignacio Lula da Silva, qui entend jouer les médiateurs. Alors, la tension est très vive, comme vous l'avez dit, depuis plusieurs jours. Le Venezuela montre qu'il entend mettre en œuvre les résultats du référendum du 3 octobre et de fait annexer l'Essequibo. Le président Maduro, vendredi, a révélé la nouvelle carte officielle du Venezuela qui inclut l'Essequibo. Les Vénézuéliens parlent du Guyana et Essequiba. Le président Maduro a nommé un militaire, un général, pour gouverner l'Essequibo. Et le président Maduro a autorisé l'entreprise publique de pétrole PDVSA à signer des concessions pétrolières dans l'Essequibo. Enfin, tout cela comme si l'Essequibo, de fait, était déjà annexé au Venezuela. Donc les pays latino-américains ont multiplié les appels au calme, les appels au dialogue et le président Ignacio Lula da Silva s'est fait leur porte-parole pour convaincre Maduro d'accepter cette réunion de haut niveau.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.